Bien. Écoutez, je suis là un peu pour prendre un peu de recul, peut-être un recul aussi temporel par rapport au mouvement dans les prisons et dans la magistrature qu'on a connu en 2016. Alors je vais essayer de revenir un petit peu en arrière, quelques années auparavant. Je vais aussi essayer de vous montrer là où il y a des convergences entre ces deux mouvements, là où il y a des divergences, pourquoi, et essayer de terminer en mettant peut-être en évidence ce qui est un point commun inégalable entre les deux mouvements, c'est-à-dire qu'il s'agit des services publics. C'est aussi un point commun qui va être mobilisé dans la suite des débats, et donc revenir un petit peu sur, finalement, quel est le rôle des services publics et en quoi vous avez, en tant que citoyen, une position à peut-être défendre, ou en tout cas une position sur laquelle vous pouvez réfléchir en la matière. Dans un premier temps, on le voit finalement assez bien, dans le mouvement des prisons qui s'est accompagné dans un autre registre d'un mouvement de grogne aussi dans la magistrature en 2016, il y a de grandes divergences. Il y a des divergences aussi dans la manière de présenter le droit de grève, notamment dans les prisons. C'est un élément qu'on a souvent tendance à entendre dans les médias. On oppose très fréquemment, à la fois dans les médias mais également dans l'exécutif, le droit à l'action collective, celui qui est mobilisé par les agents pénitentiaires, celui qui fait que les agents pénitentiaires puissent partir en grève, et on l'oppose au droit humain, au droit des détenus, leur droit à avoir des visites, une douche, à pouvoir aller se promener dans le préau, avoir un minimum de décence. Au-delà de cette opposition habituelle, finalement, entre deux droits qui sont considérés comme étant totalement opposés, on peut considérer aussi qu'au-delà de ça, il y a véritablement une complémentarité entre ces deux droits. Certes, les médias ont joué sur cette carte-là, certes, l'exécutif également, lorsqu'il l'a demandé, notamment le soutien des militaires dans les prisons, il ne l'a pas fait sur une question de sécurité. Il aurait pu jouer dans un contexte terroriste. Non, il a joué la carte du soutien humanitaire. Donc il a bien compléter, je dirais, l'argumentation visant à bien démontrer que le droit de grève mobilisé par les agents pénitentiaires portait atteinte aux droits des détenus et que l'État belge était là pour soutenir le droit des détenus. Il était surtout là aussi pour défendre les difficultés qu'il rencontre avec les différentes astreintes juridiques qu'il rencontre, notamment pénalisées par le comité européen pour la torture et... C'est un très très... Je ne sais jamais le nom complet du comité européen, mais c'est pas grave. C'est le comité du Conseil de l'Europe qui a effectivement demandé déjà en 2014 à l'État belge de légiférer notamment sur une question ô combien délicate, puisque quand on parle d'opposer deux droits, action collective et droits fondamentaux des détenus, on parle bien évidemment de la question fondamentale du service minimum. Alors ce service minimum, il est requis par plusieurs intervenants, par plusieurs acteurs du monde judiciaire notamment. Il est requis par certains syndicats des policiers, il est requis par certains bourgmestres, il est requis par bien évidemment l'autorité fédérale. Quand je dis bien évidemment, je parle de l'autorité fédérale au sens de la coalition actuelle, puisque la coalition au pouvoir est effectivement une coalition de droite qui a, dans son accord de gouvernement, décidé la mise en place d'un service garanti. Alors l'intitulé est un peu différent d'un service minimum, mais l'idée est effectivement d'établir un service garanti dans les chemins de fer, essentiellement SNCB et Infrabel, dans les prisons, ainsi que auprès des contrôleurs aériens chez Belgo Control. De ce point de vue-là, donc, on pourrait se dire que finalement la question du service minimum n'est qu'une question juridique. Bien loin s'en faut, évidemment, c'est avant tout une question politique. Parce que, je vous le disais déjà d'emblée, en parlant de coalition politique, quand on parle de service minimum, il faut évoquer et il faut prendre en considération les idées politiques sous-jacentes. Il faut aussi envisager un élément fondamental qui sont les intérêts et les rapports de force entre les acteurs. Parce que le service minimum, ce n'est pas un débat nouveau, particulièrement dans les prisons. Et pourtant, les principaux documents parlementaires, les projets de loi qui ont été mis en évidence, les propositions de loi qui ont été déposées au Parlement, se sont démultipliés ces 2 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'on assiste finalement à ce qu'on appelle en jargon de politologue à une fenêtre d'opportunité. Une fenêtre d'opportunité, c'est un moment clé dans une période déterminée où plusieurs facteurs permettent finalement de mettre sur l'agenda public, mettre à l'agenda public véritablement, une question qui auparavant était débattue,
mais qu'on savait qu'elle ne remporterait pas l'aval de la majorité des parlementaires. Alors bien évidemment, maintenant, on a un débat médiatique qui s'est fortement polarisé autour des questions du service minimum, principalement dans les prisons et dans les chemins de fer. On peut dire que, finalement les citoyens ont été bien remontés en matière de service minimum contre certains acteurs syndicaux, et particulièrement, j'insisterai d'ailleurs ici sur les chemins de fer, qui constituent évidemment un élément très important parce que c'est un secteur économique fondamental pour la Belgique, pour le patronat également, et c'est également un secteur qui est, dès le départ et dès les débuts de la coalition gouvernementale, qui a été mis en exergue et finalement qui est un peu présenté par l'exécutif comme l'étaient les mineurs sous Thatcher, c'est-à-dire c'est finalement la corporation. Le terme n'est pas de moi, mais c'est la corporation, les intérêts corporatistes des cheminots qui permettront finalement de scinder les acquis dans les services publics. Mais je m'éloigne un petit peu du sujet. Donc, en matière de service minimum, il y a clairement des divergences entre les tenants, agents pénitentiaires d'une part, soutiens syndicaux du même acabit, et de l'autre côté, une partie du monde judiciaire, une partie de l'exécutif, et également aussi une partie des citoyens. Néanmoins, il y a aussi des convergences. Et on en a connu en 2012 et en 2013. En 2013, on a connu la première grève commune qui réunissait à la fois la majorité des acteurs du monde judiciaire. Alors les magistrats n'étaient pas en grève, mais les magistrats soutenaient le mouvement. Les agents pénitentiaires étaient en grève, les agents dans les maisons de justice étaient en grève, les experts judiciaires qui n'étaient plus payés étaient en grève également, les psychologues, les médecins. Tout le monde de la justice était en grève le 13 décembre 2013. Pourquoi ? Pas seulement parce qu'il y a des problèmes structurels. Ces problèmes structurels sont là depuis longtemps. On en a parlé dans les prisons. C'est quelque chose qui est récurrent depuis plus de 15 ans. Et quand on analyse un petit peu les mouvements sociaux justement dans les prisons, on se rend très vite compte que les mouvements sont souvent disparates, excepté à ce mouvement que je qualifierais d'exceptionnel et de très intéressant à ce niveau-là, d'ailleurs, à analyser du printemps de cette année. Dans les autres cas, la plupart du temps, les mouvements sont sporadiques. Ils sont sporadiques au sens qu'ils se déplacent. On peut avoir, particulièrement en 2012, on n'y avait pas un seul mois de l'année 2012 sans avoir une action dans une prison de l'État belge. Par contre, les actions variaient d'une prison à l'autre. Il n'y avait pas de mouvement collectif commun entre toutes les prisons du royaume. Alors cette grève, elle s'est principalement focalisée, certes, sur les problèmes structurels que connaît le monde de la justice, mais aussi sur les économies budgétaires qui ont été mises en avant. Et en 2013, nous n'avions pas le gouvernement actuel. Je rappelle que nous avons eu des élections en 2014. Je voudrais donc attirer votre attention sur le fait que les problèmes budgétaires, les restrictions budgétaires que connaît le monde de la justice, le monde des prisons, mais que connaissent également les services publics dans leur ensemble, ne sont pas uniquement le fait de la coalition de droite que nous connaissons actuellement. Sous la coalition d'Irupo également, il y avait 22 milliards qui avaient été faits de restrictions dans les dépenses publiques, dans les services publics. C'est donc une lame de fond. Mais ce qui a véritablement structuré la convergence des luttes dans le milieu de la justice, c'est l'austérité, c'est la réduction des dépenses et le fait particulièrement également de toucher aussi à l'avenir des agents de la fonction publique, quels qu'ils soient. Parce que ce n'est pas tout de demander à travailler avec moins d'effectifs, c'est aussi de leur retirer l'espoir de pouvoir avoir une retraite à un certain âge, une retraite décente par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. C'est donc ce double aspect-là qui avait permis les convergences. C'est un élément qu'on peut retenir, garder à l'esprit aussi pour la suite des mouvements, pour ce qu'on peut essayer d'amener dans le cadre soit de mouvements sociaux plus syndicaux et classiques, je dirais, soit de mouvements qui peuvent être initiés également à travers la convergence entre les syndicats et les associations. Il y a des points de convergence qui sont possibles. Cela ne veut pas dire pour autant que quand il y a convergence, il y a automatiquement gain et résultat. On le voit bien, la grève de décembre 2013 n'a pas permis de mettre fin, ni de mettre même un frein aux restrictions budgétaires, mais par contre, elle a permis de fédérer un certain monde judiciaire qui jusque-là ne se parlait pas beaucoup, n'avait pas énormément de communication entre les différents secteurs, sous-secteurs, je dirais même, de la justice, et qui leur permet maintenant d'avoir plus facilement des contacts et des communications ciblées en commun. Alors, je le disais, cette grève n'a pas permis de réduire la pression sur les dépenses publiques. Les autres grèves qui ont été menées par les services publics, mais également par les organisations syndicales dans leur ensemble, n'ont pas également permis non plus de réduire la pression
sur les dépenses publiques, à tout le moins un petit peu, mais pas dans l'ensemble de l'aspect global que les affiliés ou que les citoyens espéraient. Cela participe d'un désinvestissement massif dans les services publics. Ce désinvestissement, il n'est pas nouveau, encore une fois, hein, mais on peut élaborer une certaine tendance. Dans les années 70, on était à environ 4,5% du PIB qui était investi dans le public. Au courant des années 80, on est passé à 3%. En 2015, nous sommes à 2,4%. Donc la restriction dans l'investissement public est continue depuis 30 ans. Or, quand on touche à l'investissement public, que ce soit en positif ou en négatif, il faut attendre un certain moment avant d'en voir les résultats. C'est un élément qui a un effet multiplicateur par rapport à la croissance et à l'emploi, mais qui a un effet multiplicateur sur le moyen terme. Il se trouve que depuis 30 ans, nous avons suffisamment moyen terme derrière nous, vais-je dire, pour prendre conscience et prendre véritablement connaissance de l'impact qu'a eu cette décision de réduire l'investissement public. Ce qui veut dire également que si nous voulons réinvestir de manière massive dans l'investissement public, il faut aller au-delà de monter à 4%, et il faut se dire aussi que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et que même si on réinvestisse 10% cette année ou de l'année prochaine dans le public, cela ne changera pas la donne tout de suite. Il faut un certain temps, une certaine patience pour espérer avoir des résultats. Ce n'est donc pas le seul horizon qu'il faut développer à mes yeux dans la lutte que peuvent mettre en œuvre, je veux dire, les mouvements sociaux, quels qu'ils soient. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est deux éléments. D'une part, c'est que cet investissement public qui est en réduction, eh bien, j'imagine que vous le savez à peu près, il y a effectivement un fort impact de l'Union européenne derrière cette question, évidemment, que ce soit par le traité de Maastricht ou par le traité pour la stabilité et la coordination de la gouvernance, le TSCG, qui ont réduit évidemment les possibilités pour les États membres de jouer sur le déficit ou sur la dette. Donc ça, c'est un point problématique névralgique. Alors, est-ce que la question est en train de changer au niveau européen? C'est pas très difficile à dire. Disons que la réponse n'est pas aussi positive qu'on pourrait l'espérer. D'une part, il y a effectivement la volonté auprès de la Commission européenne d'aller plus vers des politiques keynésiennes de la relance et donc de proposer effectivement, enfin, c'est une proposition du président de la Commission européenne Juncker, de sortir l'investissement public du calcul du budget d'un État, ce qui est une nouveauté, ce qui paraît peut-être un petit peu normal, mais qui est une nouveauté. Ce n'est pas encore totalement avalisé, surtout parce que la Commission européenne ne détient pas les clés en la matière. La Commission européenne propose, les États membres disposent en l'occurrence pour le moment. Et on connaît le contexte actuel d'orthodoxie budgétaire porté par l'Allemagne principalement, qui n'est pas favorable à ce type de largesse, vais-je dire, envers les budgets des États nationaux. Autre élément important au niveau européen qui me laisse croire que nous n'allons pas vers une amélioration à très court terme, c'est que, vu les divisions profondes qui règnent au sein de l'Union européenne, particulièrement depuis la décision du Brexit, il se trouve que les États membres ont essayé de se réunir autour de ce qui fédère le plus. Et ce qui fédère le plus, ce n'est pas la relance de l'euro, ce n'est pas la relance de l'investissement public, certainement pas celle des services publics, mais le plus petit dénominateur commun qu'ils ont trouvé, c'est la sécurité. Et donc, c'est les questions liées au terrorisme, à l'immigration, qui sont véritablement maintenant le cœur des discussions européennes, celles sur lesquelles vont essayer d'achoper le plus longuement et le plus facilement les États membres. On n'est donc pas véritablement dans une agréable fenêtre d'opportunité, dirais-je, en matière d'investissement public. Enfin, et je terminerai par là, d'abord une petite mention sur l'investissement public. Il est utile de savoir plutôt qu'en matière d'investissement public, on peut distinguer à la fois l'autorité fédérale d'une part, d'autre part les entités fédérées. Et par les entités fédérées, j'entends les comités régions et les pouvoirs locaux. Sachez que l'autorité fédérale est celle qui investit le moins de ces trois acteurs. Les comités et régions investissent le plus dans le public, les pouvoirs locaux également, même si malheureusement ils ont dû réviser à la baisse leurs investissements compte tenu de contraintes forcées par l'autorité fédérale. Il se trouve donc que l'autorité fédérale reste l'acteur qui investit le moins en matière de public. Et pour terminer, je voudrais justement revenir sur, au-delà de l'investissement public, sur la question des services publics, soulevée par les deux intervenantes précédentes, effectivement parce que les prisons, c'est du service public, la justice, c'est du service public, les chemins de fer, c'est du service public. Il y a énormément de choses qui sont du service public, l'enseignement aussi. Les citoyens que je vois ici autour m'ont l'air très avertis, et pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà que tout ça relève du service public, que ceci est financé par les impôts de tous les citoyens. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des Belges. La plupart voient les services publics soit comme un acquis,
soit comme quelque chose qui relève plus de la fatalité dont on pourrait se passer, mais ils n'ont pas véritablement conscience de ce que ça recoupe. Si vous deviez payer l'enseignement que vos enfants ont en primaire ou en secondaire, je ne parle pas de l'université, vous devriez payer jusqu'à 3 à 4 fois le prix qui est investi par l'État belge dans le cadre des services publics de l'enseignement. Alors, le service public, c'est pas non plus quelque chose, enfin les services publics de manière générale, c'est pas quelque chose de définitif dans leur définition. Les services publics, c'est ce qu'on décide de mettre à l'intérieur des services publics. Alors, il y a plusieurs manières de faire le service public. Il y a des gestions semi-publiques, semi-privées, des gestions totalement publiques ou pas. La question n'est pas là. La question est de savoir qu'est-ce que vous mettez dans les services publics. Dans votre fort intérieur, pour vous, quel est le périmètre de la solidarité qui entoure les services publics? Pourquoi êtes-vous prêt à investir dans les services publics? Et cette décision-là, finalement, c'est une décision qui est politique. On pourra vous dire, effectivement, et c'est ce à quoi vont s'évertuer la plupart des tenants de la réduction des dépenses publiques, évidemment, dire que non, il n'y a pas de choix, mais si, les services publics dépendent de ce que vous voulez y mettre. En Autriche, on considère que les services funéraires, c'est du service public. En Allemagne, on considère que les cures thermales, c'est du service public. C'est financé par l'État. Alors, ce n'est pas le cas en Belgique. On a, nous, d'autres perspectives. On peut avoir aussi le débat sur la question des télécoms. Est-ce que l'accès à Internet est un service public? Est-ce que l'énergie est un service public? Ces questions-là sont des questions qui sont importantes, qui doivent être posées, qui sont le plus souvent évacuées du débat public. Et je pense que c'est véritablement là où vous pouvez jouer, je pense, un rôle important de premier poids, c'est essayer de remettre cette question à l'ordre du jour, savoir qu'est-ce qui véritablement fonde le service public en Belgique et qu'est-ce que vous mettez dans le service public, parce que le service public, et je clôturerai là-dessus, c'est finalement ce qui fonde l'égalité entre les citoyens. C'est véritablement le creuset de l'égalité, et je terminerai avec une petite pique, c'est que l'égalité, finalement, dans une partie de la littérature politologique, donc la littérature qui analyse la politique, l'égalité, c'est véritablement la valeur clé de la gauche. C'est celle qui permet de déterminer justement ce qui relève de la gauche ou de la droite. Est-ce qu'on favorise plutôt l'égalité ou l'inégalité, sans porter de jugement de valeur sur ce que représente l'égalité ou l'inégalité? Simplement dans les faits, est-ce que la politique a pour visée plus d'égalité entre les citoyens, qu'il s'agisse d'égalité de droit ou d'égalité de conditions socio-économiques, ou est-ce qu'elle vise à plus d'inégalité, prenant en considération que tout le monde n'a pas les mêmes chances dès le départ et que donc il faut essayer de faire avec, et que de toute façon on trouvera chacun à notre compte, je dirais, dans la société. Voilà, je vous remercie.